Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai format destination, émission que j'ai le plaisir de partager avec Marjorie et Kelly. Bonjour Marjorie, bonjour Kelly. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. C'est notre 109e podcast et c'est le 21e au format destination. Et la destination pour ce mois dans notre podcast, c'est Koyasan. C'est un lieu quasi hors du temps, niché au sud d'Osaka. Il a été fondé il y a environ 12 siècles. C'est un site de pèlerinage bouddhiste, lieu de la sépulture de Kukai, dont Kelly vous parlera tout à l'heure dans la partie histoire. Et l'on vient y effectuer une retraite religieuse et ou spirituelle dans l'un des 117 temples du complexe. Alors si on lui consacre aujourd'hui un épisode entier pour vous présenter ses atouts dans un voyage au Japon, eh bien en introduction on va vous en énumérer quelques-uns et on va aussi apporter déjà dès le début de ce podcast quelques points de vigilance puisque c'est une destination qui peut être très facilement incomprise et on peut en prenant du temps pour son voyage dans cette destination être un peu déçu, mais on va vous donner pas de la recette miracle mais en tout cas tous les points de vigilance auxquels il faudra prêter attention afin de ne pas passer à côté de cette superbe destination. Donc je disais qu'il y avait des atouts évidemment, c'est pour ça qu'on en parle. Déjà premièrement c'est son histoire culturelle et spirituelle qui va être vraiment très riche et omniprésente sur le site. On parle ici de bouddhisme Shingon dont on définira un peu plus ce qu'il en est tout à l'heure. Donc ça c'est une école spécifiquement japonaise. C'est une destination aussi pour un dépaysement total du milieu urbain à quelques 60 km d'Osaka. Donc là ça va vous offrir vraiment ce bain forestier, ce que l'on appelle en japonais, donc prendre ce bain forestier, Shinrin Yoku. Donc là vous allez être plongé au milieu des cèdres, des cyprès, des pins rouges et autres espèces de conifères et on reparlera de la saisonnalité tout à l'heure, parce que ce sera hyper important si vous voyagez par exemple courant novembre pour voir le rougeoiement de ces arbres-là. C'est aussi un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO sous l'appellation site sacré et chemin de pèlerinage dans les montagnes de Kii. Donc ça c'est depuis 2004 et c'est relatif à la marche spirituelle que l'on peut y trouver si ça vous intéresse. Il y a le point de départ et d'arrivée du pèlerinage de Shikoku et c'est aussi un des anciens sites du chemin de pèlerinage de la Kumano-Kodo. Et la Kumano-Kodo, d'ailleurs, peut-être qu'on y réservera un jour un podcast, mais c'est situé dans la préfecture de Wakayama et donc ça fait partie, Koyasan en fait partie. C'est ça, oui, au sud d'Osaka. Et enfin, on peut expérimenter le shukubo, et c'est là-dessus que l'on apportera pas mal de points de vigilance, c'est-à-dire passer une nuit à dormir dans un temple chez les moines. Oui, parce que c'est souvent cette expérience qui est à la fois très particulière, très singulière, qui est recherchée par les touristes étrangers. Et attention aux mauvaises surprises, parce qu'il faut bien comprendre ce qu'est Koyasan et ce qu'il n'est pas. L'expérience de dormir sur place se prépare en amont et doit s'organiser autour de belles visites à faire ensuite sur place. Donc on verra ce qu'il y a à faire principalement dans Koyasan tout à l'heure. Oui, effectivement, en fait, on résume souvent Koyasan au fait de dormir dans un temple. Ce n'est vraiment pas que ça, c'est un site spirituel sur le bouddhisme qui est beaucoup plus large que ça. Et du coup, c'est vrai qu'on va lire beaucoup de commentaires, que ce soit chez nous en interne ou sur les réseaux sociaux ou sur Internet, ou des gens qui sont un peu déçus d'être allés dormir dans un temple et qui n'ont pas forcément totalement compris l'expérience ou qui se retrouvent un peu désarçonnés et ils ont l'impression d'avoir fait beaucoup de trajets pour pas grand-chose. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un mont, donc on le verra dans la partie géographique, mais on est en plein milieu de la forêt sur un plateau qui est en altitude, donc il y a un temps de transport qui est quand même assez long depuis Osaka. On est chez les moines, donc la nourriture sera végétarienne, la façon de vivre sera comme chez les moines qui pratiquent le Shingon, donc c'est relatif à l'ascèse. Donc il y a tout cet univers-là qu'il faut prendre en compte. Et il y a aussi le fait qu'on est quand même dans une destination qui est touristique, donc on ne sera pas les seuls visiteurs étrangers ou occidentaux à venir à Koyasan. Oui, là c'est un bon résumé que tu nous fais là pour l'intro. Donc on va essayer d'évoquer tout ça, mais beaucoup plus en détail, notamment la partie hébergement, parce que c'est vrai que c'est une destination qui est souvent fantasmée, aussi du fait des super photos qu'on voit sur internet, hein, vous allez vraiment voir ça sur place, mais tout ce qui se passe, tout ce qui va être vécu, votre nuit avec les pèlerins, avec les moines, forcément n'est pas la même que ce que vous pouvez imaginer de vous-même quand on n'a pas les bases de ce qu'est le bouddhisme Shingon par exemple, ou ce qu'est Koyasan tout simplement. Donc pour résumer, Koyasan conjugue les fonctions de haut lieu spirituel, donc relatif au bouddhisme Shingon. Donc il faut savoir que c'est un lieu où on pratique, où on étudie, où on pratique le bouddhisme toute l'année. Donc vous avez des écoles, des universités, etc. Donc c'est vraiment un lieu vivant avec des monastères
pour ceux qui souhaitent pratiquer le Shingon. C'est donc une destination touristique, notamment auprès des Japonais depuis déjà pas mal de temps, puisque c'est un site de pèlerinage par rapport à Kukai. Donc les grandes périodes telles que le Nouvel An, la Golden Week, Obon sont en général assez fréquentées. Donc là, quand c'est comme ça, c'est bien, faut le savoir, et si vous voulez le faire dans les meilleures conditions, il vaut mieux être accompagné d'un guide, comme ceux de Keikaku. Et accompagné d'un guide, que ce soit pendant ces hautes périodes de fréquentation ou de façon générale, on y reviendra aussi. C'est ça. Et puis vous verrez toujours, il y a une mascotte, comme on est dans un lieu touristique japonais, elle s'appelle Koya-kun, et c'est un joli petit pèlerin tout kawaii. Donc voilà, ça s'éloigne un peu de ce qu'on pense de la retraite spirituelle, mais ça fait partie de folklore des Japonais, donc il faut le prendre en compte. Et ça reste aussi un site naturel, comme on le disait, en pleine montagne. Donc tout ce qui est transport et météo sont vraiment à prendre en compte avant votre voyage, et aussi sur place, parce que ça peut changer. S'il y a des événements climatiques qui viennent perturber l'accès, ça arrive. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir et prendre en compte. Et on peut ajouter une information assez étonnante pour nous, c'est que, étant donné que Koyasan est entouré de massifs forestiers, on est susceptible de rencontrer des ours au cours d'une randonnée. Il est recommandé d'apporter une petite clochette avec soi quand on va se promener dans la forêt, et surtout de ne pas y aller seul, enfin idéalement de ne pas y aller seul, et d'agiter sa petite clochette de temps en temps pour avertir les ours, entre guillemets, de notre présence, et qu'on s'évite mutuellement en fait. Vous verrez sans doute des gens marcher, des Japonais ou Japonaises, qui ont cette petite clochette sur des bâtons ou autre. Ça se voit des fois. Sac à dos, ouais. Et aussi de ne pas transporter de nourriture. Oui, de ne pas manger dans la forêt. Ça, c'est vraiment quelque chose. Parce que ça les attire. Ça les attire, ouais, c'est ça. Ça, c'est un truc qu'on vous redira sur plein de destinations, mais on évite de pique-niquer dans la montagne. Oh, vous ne le ferez qu'une fois de toute manière. Oui, non, mais c'est un site sacré en plus, donc c'est pas forcément recommandé. Au sommaire du podcast, la présentation de Koyasan en première partie, le top des meilleures visites et des activités à faire dans Koyasan en seconde partie, et on terminera par comment inclure Koyasan dans son séjour au Japon. Et donc pour cette première partie, la présentation de Koyasan, je laisse la parole à Marjorie pour ton point géographie. Oui, mon point géographique, c'est parti. Donc Koyasan est situé dans la préfecture de Wakayama, donc qui est dans la région du Kansai, au sud d'Osaka. Donc le Koyasan signifie littéralement le mont Koya, et comme son nom l'indique, on se trouve dans une région montagneuse, et ici en fait le mont n'est pas en fait en pic mais plutôt plat, donc on est sur un plateau en fait entouré de quelques sommets de montagne de moyenne altitude, on est sur du 900 000 mètres, donc c'est pas les Alpes japonaises, on est vraiment sur des massifs du coup très forestiers et qui ne sont pas dégarnis à leur sommet. Donc le lieu fait aussi partie du parc quasi-national Koya-Ryujin. Donc c'est une zone naturelle qui est protégée, et c'est ce qui participe au charme et à l'intérêt de la destination, ce qu'on disait par rapport aux bains forestiers, enfin la thérapie en forêt. Donc cet isolement géographique explique en partie pourquoi Koyasan est devenu un lieu de retraite historiquement, accessible d'abord uniquement aux moines, hommes, et ensuite maintenant aux pèlerins après dans les temps anciens. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle le village de Koyasan, enfin je le résume comme ça, mais c'est un site spirituel, il s'étire le long de la route principale qui s'appelle Wakayama Préfectorale Route 53, et donc c'est sur 6 km d'est en ouest et 3 km du nord au sud. Ça c'est vraiment le périmètre, on va dire, qu'on va visiter. C'est là où on va trouver la majorité des temples et monastères et autres sites à voir. Vous verrez sur les cartes que vous allez sans doute trouver sur place, les petits fascicules, c'est très très étendu. Mais en même temps, tout est faisable à pied quand même. Oui, voilà. Il y a un périmètre global d'environ 15 km. Donc vous verrez dans les transports, il y a le bus, ou alors on peut le faire facilement à pied. C'est relativement plat une fois qu'on est arrivé sur place. On va parler d'histoire, Kelly. Le mont Koya, qu'on appelle Koyasan en japonais, est un lieu de pèlerinage bouddhiste reconnu, à la fois point de départ et point d'arrivée officieux du pèlerinage des 88 temples de Shikoku, et aussi le lieu de sépulture de Kukai. C'est en effet grâce à ce moine, qui a été renommé Kobo Daishi après sa mort selon les rites bouddhistes, que s'est développée cette ville religieuse. L'année de départ, c'est 816, lorsque l'empereur Saga autorise Kukai à fonder un monastère sur le mont Koya, dans le cadre du développement du nouveau culte bouddhiste Shingon. Pour le moine, l'endroit est idéal pour effectuer des retraites spirituelles dans la nature, méditer et pratiquer l'ascétisme en montagne, conformément à la religion qu'il promeut. Donc je te fais une première parenthèse, Kelly, sur le bouddhisme Shingon. Donc pour donner une première définition vraiment
très succincte, mais pour qu'on comprenne un peu dans quoi on est. Donc cette branche en fait bouddhiste, que l'on peut dire, elle peut être résumée dans parole de vérité, elle est spécifiquement japonaise, ça veut dire qu'elle n'est pas, elle n'est pas issue forcément du bouddhisme continental comme les autres courants qui sont toujours actifs au Japon. Et si on peut la présenter sommairement, on va dire que c'est un syncrétisme du bouddhisme et du shinto, avec un rôle important accordé à l'ascèse, d'où la situation en pleine montagne sur le mont Koya. Et donc on dit qu'il s'agit d'une école ésotérique qui a comme Bouddha central Dainichi Nyorai, qui est en fait le Bouddha de la sagesse et la raison, celui qu'on retrouve notamment représenté dans le grand Bouddha de Nara. Et c'est pas le Bouddha Shaka qui est le Bouddha originel reconnu par les autres écoles bouddhistes. Donc un premier ermitage est installé auprès d'une rivière en fond de vallée et est nommé Koyasan, ce qui signifie littéralement montagne de la haute plaine, plateau sur la montagne, en gros. Donc plusieurs ensembles ont été reconstruits plusieurs fois, mais existent depuis le temps de Kukai, comme le Danjo Garan, qui reste un des plus importants du Koyasan et qui est destiné à accueillir les moines. Le Kondo, un pavillon aux dimensions impressionnantes dont la dernière reconstruction date de 1932 et intègre des mesures antisismiques et anti-incendie. Il abrite notamment de magnifiques fresques du début du XXe siècle. Ensuite, Miedo, qui est un autre pavillon construit à l'époque de Kukai, justement pour lui servir de résidence. Et entre-temps, on y a conservé son portrait ainsi que celui de 16 de ses disciples. Et c'est considéré comme l'un des endroits les plus sacrés du mont Koya, et en principe les visiteurs lambda n'y ont pas accès. On peut le voir de l'extérieur mais pas y entrer. Et enfin, pour la petite histoire et tous les mystères qui entourent Kukai, il y a un pin qui se trouve entre le pavillon Kondo et le pavillon Miedo, qui est nommé Sanko no Matsu, et il symbolise un miracle accompli par Kukai. Lorsqu'il était en Chine pour se former, il aurait lancé un vajra à 3 branches, donc un objet sacré du bouddhisme, en direction du Japon, pour trouver l'endroit idéal où implanter le bouddhisme Shingon. Et quand il est revenu au Japon, on lui a rapporté qu'un pain scintillait miraculeusement sur le mont Koya, et quand il était allé se rendre compte de lui-même du miracle, il a trouvé l'objet sacré qu'il avait lancé, planté dans le pain. Et ce serait pour ça qu'il aurait choisi d'y établir sa nouvelle religion. Tout s'explique. Voilà. Et à Koyasan, on retrouve également le mausolée de Kobodaishi. Donc là, ça va se consacrer au reste terrestre du saint homme qui est décédé en 835. Et ces restes-là, ils sont placés dans le cimetière Okunoin, dont on parlera tout à l'heure évidemment. Et selon les termes consacrés, cet homme, il est en méditation éternelle. Donc c'est le lieu de sépulture de Kukai, mais il faut s'imaginer qu'il est encore justement en méditation. Il a réussi son travail. Sa mission. Sa mission. Oui, c'est quelque chose qu'on en reparlera après pour les visites. Alors évidemment, on ne peut pas le voir, mais il ne faut pas le déranger. Il faut savoir qu'il est là. Voilà, il existe. Oui, il est là. De toute façon, on va à Koyasan pour être avec Kukai. Il y a aussi le Kongobuji, qui a été fondé plus tard en 1593 par Toyotomi Hideyoshi. Il était alors l'homme le plus puissant du Japon, et c'est un cadeau qu'il n'a pas fait pour la fête des mères, mais en tout cas il l'a fait en l'honneur de sa mère. Et on y expose des panneaux qui sont peints par des artistes de l'école Kano de Kyoto, et il a été classé bien culturel important en 2024, donc ça c'est tout récent. Et pour le coup ça se visite. Oui, ça fait partie des lieux incontournables à visiter comme temple. Le village de Koyasan continue à se développer au fil des siècles, entre reconstruction d'édifices détériorés par les éléments et le temps, et de nouvelles adjonctions, comme par exemple le musée Koyasan Reihokan, édifié en 1921. Il préserve les reliques sacrées de Kongobuji, ainsi que de nombreuses images et icônes bouddhistes, et beaucoup d'autres trésors culturels qu'il expose régulièrement au public. Ou encore, on y trouve le jardin sec Banryutei, aménagé en 1984. C'est un espace de 2340 m² qui est un des plus grands jardins de temple au Japon. On y trouve 140 pierres de granit qui ont été disposées pour suggérer une paire de dragons surgissant des nuages. Koyasan est un lieu sacré très important qui a reçu la visite de plusieurs empereurs, régents ou shoguns au fil des siècles, ainsi que de larges donations pour couvrir les frais de reconstruction ou d'édification de nouveaux bâtiments. Le cimetière Okunoin abrite notamment des stèles en hommage aux grands personnages historiques du Japon, même ceux qui n'étaient pas en odeur de sainteté d'ailleurs,
comme Oda Nobunaga, le célèbre chef de guerre du XVIe siècle, qui était connu pour avoir attaqué les grands complexes religieux de Hieizan près de Kyoto, mais aussi Koyasan en 1580, juste avant sa mort. Et on y trouve aussi à proximité la tombe de son ennemi juré, Akechi Mitsuhide. Pour les férus d'histoire, c'est un détail assez ironique. Oui, c'est celui qui l'assassina. Ouais. Oui, voilà. Donc c'est un peu, alors, même si ce n'est pas la même chose, ce qu'on peut voir nous avec le cimetière du Père-Lachaise, si vous voulez voir des célébrités japonaises, en tout cas des célébrités historiques, peut-être que vous pouvez aller faire un tour. Oui. Après, ça reste des stèles en fait japonaises. Enfin, c'est plongé dans la forêt et faut savoir lire le japonais ou alors être accompagné d'un guide qui peut vous montrer où sont les lieux de sépulture. Mais sinon, c'est pas. Enfin voilà, il n'y a pas de petits panneaux d'indication avec marqué c'est ici. Il faut être un peu avoir le plan du cimetière, être accompagné ou savoir lire le japonais et bien faire attention. Ce sont des vieilles pierres. Alors, durant l'époque d'Edo, le monastère était très influent puisqu'il comptait plus de 7000 temples affiliés. L'ère Meiji, un peu plus tard, donc entre 1868 et 1912, marque un tournant pour la montagne sacrée, puisque en 1872, les femmes sont autorisées à se rendre au monastère. Avant, elles étaient obligées de s'arrêter au niveau des portes ou d'emprunter un chemin spécifique, si elles souhaitaient faire le pèlerinage. Cette ouverture aux femmes permet au Mont Koya de bénéficier d'un nouveau regain de popularité. D'autre part, le monastère résiste assez bien au mouvement anti-bouddhiste initié par le gouvernement Meiji. En 1546, Kongo-Buji, dont on a parlé tout à l'heure, devient le temple principal Soronzan de la secte Shingon. En 2004, Koyasan est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme l'un des sites sacrés et chemins de pèlerinage dans les monts Ki, aux côtés de Yoshino et de Kumano-Sandan. En 2015, on fête les 1200 ans du Mont Koya en reconstruisant la grande porte Chumon. Et en 2023, on y a fêté les 1250 ans de la naissance de Kukai. Et aujourd'hui, le complexe compte encore 117 temples, contre environ 600 à la fin du 19e siècle. Merci pour ce point histoire. Kelly, on reviendra sur pas mal de sites dont tu as parlé, notamment des temples, dans ce qu'il y a à voir et à faire. On va vous les décrire un petit peu plus, on va vous parler des horaires d'ouverture, du tarif, des choses comme ça. Du côté pratique, oui. Maintenant, on va poursuivre avec la saisonnalité et la météo, puisqu'il faut se demander quand visiter Koyasan. Alors c'est vrai que c'est une question qui n'est pas évidente à répondre, puisque en fait à chaque saison, le site peut vous apporter vraiment des expériences très différentes. Là tout à l'heure, on vous a dit de peut-être plutôt éviter les gros temps forts de l'année, Golden Week, certains week-ends où il y a des fêtes japonaises, etc. Mais en termes de saisonnalité, au printemps, évidemment, on va retrouver les cerisiers qui fleurissent un peu plus tard qu'à Kyoto ou Osaka. Donc si vous les avez loupés déjà là-bas, ça peut être une occasion de voir ces cerisiers tardifs fleurir à Koyasan. Donc là on est en altitude, il fait plus frais, donc forcément ça vient aussi un peu plus tard. Oui, plutôt courant avril. Juste après il y a la Golden Week, donc effectivement allez-y plutôt deuxième quinzaine d'avril avant la Golden Week ou alors après autour de la mi-mai. Et comme on le dit à chaque fois, renseignez-vous aussi sur les sites internet de chaque site, puisque, enfin de chaque lieu à visiter, puisque souvent ils mettent un état de la floraison mis à jour. En été, toujours du fait de l'altitude, vous trouverez des températures qui vont être plus clémentes jusque même tout début octobre. Hein. Même là, en ce moment en octobre, il fait assez chaud encore au Japon. Donc ça peut être tout l'intérêt de le faire en été. En automne, alors c'est sans doute la période que nous, on vous recommanderait à Kanpai si vous avez la chance de vous y trouver à ce moment-là, puisqu'il y a les érables et leur rougeoiement, ainsi que la brume qui vont magnifier ces sites de Koyasan et qui revêtent déjà naturellement ce côté un peu mystique que l'on recherche quelque part hein, et que l'on voit en photo. Eh bien, c'est plutôt à cette période-là qu'on va en prendre plein les yeux. Oui, ça sied bien à l'ambiance spirituelle du lieu. Et on le rappelle ici, mais c'est vrai qu'en octobre, il n'y a rien du tout. Non, il fait trop chaud. Même à cette altitude-là, on est en moyenne altitude, hein, on ne dépasse pas les 1000 mètres. Donc pour les koyos, c'est plutôt courant novembre qu'on vous recommandera ça. Et pareil, ça se surveille sur les sites en termes de, alors pas de floraison pour le coup, mais de rougeoiement. Il y a des indices au Japon. Oui, ça va être courant novembre et un peu plus tôt qu'à Osaka ou à Kyoto, puisqu'on est un peu plus en altitude, où là, c'est plus début décembre, en tout cas à partir de ces dernières années. Et puis il nous reste l'hiver, puisque avec la neige, eh bien, vous trouverez les temples vêtus de blanc, comme sur les estampes traditionnelles japonaises, et là, ça pourrait aussi faire de très belles photos, de très très beaux souvenirs. Pardon. Oui, par contre, couvrez-vous bien, parce que vraiment, il fait froid. Ouais. Oui, même tu nous disais que toi, tu l'avais fait en mars, et qu'en mars, au final, tu as été surprise par le rafraîchissement de fin de journée. Oui, il y avait encore de la neige sur les toits des temples, etc. Il faisait quand même bien froid.
Et concernant la partie hébergement, tout à l'heure en intro, on vous disait qu'on allait apporter pas mal de points de vigilance. Je pense que l'hébergement, c'est un peu le cœur du sujet ici pour ce podcast-là. Au-delà des sites que l'on va énumérer et décrire tout à l'heure, eh bien, c'est l'hébergement sur lequel il va falloir veiller un petit peu, puisqu'on entend de tout et son contraire sur l'attraction majeure qui est le Shukubo. Donc, c'est la possibilité, comme on le disait, de passer une nuit dans un des temples bouddhistes de Koyasan. Et ça se comprend puisque c'est le lieu de prédilection, sur le papier en tout cas, pour expérimenter une partie du quotidien des moines bouddhistes Shingon. Il y a les prières aux horreurs, les repas végétariens. Alors ça fait pas rêver tout le monde, mais nous, on aime beaucoup à Kampai cette diversité culinaire. On peut passer la soirée ou sa nuit même dans un temple en activité où chaque temple peut proposer des diverses activités d'ailleurs, pas tous les mêmes selon les temples. On va apporter des tenues traditionnelles, on peut même parfois avoir accès à un onsen non mix, donc ça permet vraiment de profiter du lieu, même que l'on soit croyant ou pas, comme un moine quoi, sur place. Oui, ça fait partie de ce qu'on entend par les retraites spirituelles. Après, il y a quand même des choses à prendre en compte, en tout cas sur qu'est-ce que le Shukubo aujourd'hui à Koyasan. Oui, donc là on va parler de remarques peut-être plutôt négatives. En tout cas, il faut les considérer comme des prérequis. Des prérequis, puis des choses, voilà. Est-ce que si ça vous intéresse pas, c'est passer à côté, enfin passer votre chemin. Donc on va vous faire quelques petits points focus sur les choses à savoir de la nuit en temple à Koyasan. Oui, donc je parlais de retraite spirituelle et souvent quand on s'imagine une retraite spirituelle, on s'imagine tout seul dans les montagnes, hors du temps, hors de la vie quotidienne, etc. Alors à Koyasan, il faut savoir que vous ne serez pas forcément totalement déconnecté de cette vie quotidienne, puisque c'est en fait une ville qui fonctionne. Et en général, les chambres dans les temples proposent un accès à Internet avec une télé. Donc c'est de la télé japonaise, certes ça peut être des paysans, mais vous n'êtes pas complètement hors de la vie en fait globale, citadine, de la vie du monde. C'est pas totalement une retraite coupé du monde. Donc ça peut être quelque chose qui peut un peu surprendre, c'est que on va avoir l'impression d'être davantage dans une auberge japonaise que dans un temple, et souvent les chambres, elles ont donc tout ce confort de communication, et elles sont aussi, certaines ont des toilettes et des salles de bain privées. Alors ça c'est certaines mais pas toutes, donc c'est pareil, vous n'avez plus l'expérience totale de la communauté. Et il faut savoir que c'est à la base quand même des temples, donc vous n'aurez pas de vue incroyable sur la montagne, etc. Ça reste quelque chose qui devient comme une auberge, mais qui n'est pas non plus un ryokan, où il y a une dimension en fait harmonieuse avec la nature. Là, c'est plutôt à la base le côté spirituel qui devrait prendre en compte. Bref, ce que les gens disent, c'est qu'il y a parfois un manque d'immersion totale dans le fait de se trouver dans un temple. Et je rebondirais peut-être à l'inverse, où il y a des gens qui vont vouloir dormir en temple, mais qui pensent qu'ils vont dormir dans un lit. Il y a aussi ce truc-là à bien vérifier que le type de chambre que vous allez louer, ou en tout cas dans laquelle vous allez passer votre nuit, puisque souvent c'est sur des futons, les cloisons peuvent être assez fines, etc. On est dans un temple, on n'est pas dans un hôtel hyper bien isolé ou autre. Non, ça c'est sûr que non. Il y aura, vous n'aurez qu'un aménagement à la japonaise qui sera là. C'est les dernières choses, le confort. En plus, c'est le côté salle de bain et toilettes privées que certains temples proposent sur un certain nombre de chambres, mais tout ça est réduit. C'est pas du tout la majorité de ce que vous trouverez. Et parfois, vous avez des chambres privées, mais parfois, vous pouvez avoir des chambres à partager ou des grandes chambres communes, en dortoir, ouais. Donc ça dépend aussi ce que les temples, ce qu'ils proposent, et aussi les tarifs que vous souhaitez mettre pour une nuit en Shukubo, parce que c'est pas forcément un bon marché. Oui, ça va être minimum une petite centaine d'euros pour la nuit. Avec les repas inclus, oui. Mais voilà, c'est pas quelque chose... ça fait pas partie des hébergements pas chers au Japon. Parmi les remarques négatives qui peuvent être émises envers Koyasan et son offre de Shukubo, c'est parfois son manque d'authenticité. Parce qu'en effet, on est le plus souvent accueilli par des employés hôteliers et non par des moines. Donc c'est des employés qui sont en contrat baito, donc en temps partiel ou en CDD, et qui sont souvent assurés par des résidents étrangers. L'explication à cela, c'est que il y a quelques années, les moines ont fait grève parce qu'ils estimaient qu'ils passaient trop de temps à accueillir les visiteurs, à préparer les repas, à nettoyer les chambres,
et tout ce qui a trait au service autour des visiteurs, plutôt qu'à étudier et pratiquer le bouddhisme, ce qui était quand même leur premier objectif en venant au Koyasan. Et dans la lignée du manque d'authenticité aussi, c'est que les voyageurs qui ne sont pas religieux, même s'ils passent la nuit dans un temple, en fait, ils sont mis à l'écart dans des bâtiments qui leur sont réservés dans le temple. Oui, vous ne dormirez pas avec les moines. En tout cas, les chambres ou dortoirs sont dans des annexes spécifiques aux pèlerins voyageurs. Et vous n'êtes avec les moines que pendant la prière matinale. Tout à l'heure, tu nous disais que des fois, on pense qu'on va être un peu seul, etc. Mais en fait, pendant ces prières, il faut se rendre compte que vous êtes avec toutes les personnes qui ont payé le même tarif que vous. Donc, vous êtes entouré de plein d'autres touristes aussi étrangers. Oui, puis chacun à sa place. Vous verrez, les moines vont être autour de l'hôtel, forcément en première ligne. Et les pèlerins sont un peu à l'écart, ce qui est totalement normal en fait dans l'idée, mais voilà, chacun doit respecter sa place et il y a quand même une hiérarchie qui existe et vous pouvez pas évoluer dans le temple comme vous le voulez en fait, c'est des choses qu'il faut respecter. Et autre point de vigilance, et celui-ci il n'est pas des moindres, puisque la nourriture, les repas là-bas sont 100% végétariens, parfois même végétaliens, mais maintenant ils ont tendance à être plutôt végétariens, notamment le petit déjeuner qui est à base de soupe miso, de bol de riz, de légumes cuits, d'algues, etc. On reviendra sur l'aspect cuisine tout à l'heure que nous on apprécie particulièrement, mais c'est à noter puisque le matin vous n'allez pas avoir votre pain beurre, cornflakes ou autre, ce ne sera pas possible, quoi, surtout dans le temple, donc ça peut un peu vous faire déchanter le matin, même si si vous êtes ouvert, trop bien, mais c'est vrai que si c'est quelque chose qui est rédhibitoire pour vous, ça va être dur, sachant que vous allez vous lever tôt pour les prières matinales et déjeuner peut-être même un peu plus tard, donc on va se lever autour de 4-5 heures selon l'heure des prières, et le petit déjeuner il peut être à 8 heures, sachant que vous aurez dîné la veille à 17h30. Oui. On y reviendra aussi. Vous aurez mangé la même chose. Oui, en plus. Oui. Non, mais et pourtant, c'est l'expérience peut-être la plus authentique et traditionnelle dans le Shukubo, c'est que le repas est vraiment traditionnel de ce que mangent les moines tous les jours. Et ça, il n'y a pas eu d'adaptation qui a été faite avec l'apport de touristes et l'avenue d'occidentaux ou de touristes étrangers. On est vraiment, pour le coup, sur quelque chose de très traditionnel et du coup, peut-être un peu difficile à avaler. Mais sachez que... Tu notes le jeu de mots. Okay. Mais mon jeu de mots. Moi j'écoute RTL. Mais du coup, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Et après, bon, vous savez que vous avez toujours un plan B. C'est une fois que vous êtes sorti du temple le lendemain matin, vous pouvez reprendre un petit déjeuner sucré dans l'un des cafés ou aller au Combini. Il y en a un au moins à Koyasan. C'est pas mal développé par contre pour que les touristes puissent... Oui, ça peut équilibrer en fait l'expérience. Après, vous pouvez pas non plus emmener votre viennoiserie... au temple et manger ça devant tout le monde, enfin il y a des manières. Et au moins on mangera ça. Si vous êtes averti, c'est vrai que ce sera mal vu, même si c'est dans votre chambre, d'amener de la nourriture en plus ou autre. On va éviter tout ça et on fera les courses. Et le second repas au petit déjeuner, eh bien on peut le faire dans le Family Mart à côté, dans les supermarchés de la ville. Oui, en fait il y a pas mal de cafés quand même à Koyasan. Pour un site spirituel, il y a pas mal de cafés, vous pouvez vous poser le matin un peu plus tard et consommer quelque chose qui vous plaît un peu plus sucré, avec un café ou un thé, ça sera assez facile de trouver. Donc si vous optez pour l'expérience Shukubo, qu'on vous recommande à condition que chaque point stipulé ici dans ce podcast vous corresponde évidemment, eh bien renseignez-vous sur les horaires des activités, des repas, etc. Parce que comme on le disait, ils vont tous se distinguer aussi des activités qu'ils vont faire, du rythme qu'ils vont imposer aux touristes, de ce qu'ils vont proposer. Donc ça voilà, à se renseigner. Mais de façon générale, les repas et les arrivées se font tôt. Car les temples proposent des activités en soirée, comme on le disait. En général, on va dîner plutôt aux alentours, et vous ne rêvez pas, il n'y a pas d'erreur, Lia n'a pas fait d'erreur. Il n'y a pas de décalage horaire. Vous allez dîner plutôt vers 17h30. Oui, parce qu'en fait, les temples ferment à 17h. Donc du coup, vous faites votre check-in et vous mangez à 17h30. Et donc, même si ça ne vous correspond pas, ça ne sert à rien d'arriver là-bas à 19h en se disant qu'eux vont s'adapter, puisque ça ne se fait pas. Non, la cantine sera fermée et vous aurez juste sauté votre repas.
Ouais, donc pensez-y bien, et c'est aussi pour ça qu'on fera tout un point sur les transports tout à l'heure, pour bien vous organiser. Il y a un couvre-feu, à savoir à 21h, Oui. Sachant que vous êtes là aussi pour faire des activités dans le temple, donc c'est pas un souci, mais ne comptez pas vous faire une petite balade après ça. Non, si vous voulez par contre faire une visite nocturne des sites qui sont ouverts tout le temps à Koyasan, et notamment le cimetière Okunoin, faut le faire avant 21h, enfin après votre dîner, et avant 21h, et vous rentrez en fait, et vous allez vous reposer dans votre chambre en silence, en faisant pas de bruit. Par exemple, vous n'allez pas mettre de la radio ou de la musique ou un film, enfin je sais pas trop comment les gens font, mais... Bon, après la télé japonaise, t'as regardé 5 minutes... Voilà, non, mais sinon, il faut mettre des écouteurs au pire. Enfin, voilà. Oui, à 21h, il y a le couvre-feu dans votre chambre et vous vous reposez puisque le lendemain matin, le réveil sera assez tôt. Oui, le réveil et la prière, c'est aux alentours de 5h, toujours pareil à vérifier selon l'établissement où vous allez dormir. Oui, et puis les horaires de lever du soleil. Et le petit déjeuner, ce sera à 8h, comme on le disait. Donc au total, il y a plus de 50 monastères à Koyasan qui proposent le logis aux voyageurs et aux voyageuses de passage. Il y a quelques noms qui sont plus connus que d'autres. Il y a Eko Inn qui donne un accès au cimetière de nuit par exemple. Il y a le Shojoshin Inn et le Fukuchi Inn. Le Fukuchi Inn, lui, il dispose d'un onsen par exemple. Il y a évidemment d'autres types d'établissements, mais ce n'est pas du tout la majorité sur place et le confort reste souvent assez standard pour le coup. Pour rappel, Koyasan, ça reste assez isolé. Vous n'avez pas de tour avec des buildings d'hôtels, etc. Je pense pas qu'on a du 5 étoiles à Koyasan. Et vous allez retrouver aussi pas mal d'endroits où même si le lieu même n'est pas un temple, eh bien ça s'appelle quand même du shukubo. J'ai l'impression qu'il y en a qui développent ça un peu une sorte d'auberge, comme si on était chez l'habitant. Sans... Oui, mais ça existe. C'est des hébergements en fait dans des auberges qui sont rattachées à des temples. Et du coup, c'est un peu le même principe. C'est pas dans le temple exactement. Vous êtes les personnes qui vous accueillent ne sont pas des moines, ce sont des familles, mais qui vont travailler pour des temples. Donc ça existe. C'est peut-être même plus authentique que les employés hôteliers que les moines embauchent. Donc pour résumer cette petite partie hébergement, on peut que vous conseiller de bien prendre le temps de savoir si cette expérience elle est faite pour vous et pour vos partenaires de voyage. Regardez bien les tarifs. En plus, les tarifs, j'ai l'impression qu'ils sont très fluctuants selon la demande. J'ai vu passer des tarifs pour un temple où je voulais séjourner. Je crois que j'avais une offre entre guillemets pas cher à 300 € et pour 2 jours après elle était à plus de 800 € la nuit, donc ça peut aller très vite, donc n'hésitez pas à faire plusieurs tests et à regarder pas mal d'hébergements différents. Regardez les avis surtout, les prestations, les photos aussi des voyageurs voyageuses qui ont mis des photos à dispo sur internet. Bref, renseignez-vous au maximum pour que ça ne vous gâche pas l'expérience et que vous n'ayez pas l'impression d'avoir perdu votre temps pour visiter Koyasan alors que vous auriez pu peut-être faire d'autres destinations. Nous, c'est une destination que l'on recommande à condition qu'elle vous corresponde. Oui, dormir dans un temple, c'est une expérience qui peut être vraiment géniale si vous savez un peu ce qui vous attend, si vous êtes ouvert au côté des paysans et au fait de vivre un peu en communauté suivant un mode de vie qui n'est pas le nôtre. Mais c'est pas forcément quelque chose d'incontournable à Koyasan qu'on vous dira de faire absolument. On peut très bien visiter Koyasan sans dormir la nuit sur place. Il y a vraiment de belles visites à faire. Et c'est vrai que comme c'est assez éloigné finalement d'Osaka, parce qu'il y a plusieurs modes de transport, on va en parler juste après, les gens peuvent se dire je suis allée jusque là-bas pour dormir dans un temple, j'ai pas trouvé ça formidable. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Mais peut-être que l'approche n'était pas totalement la meilleure. Et c'est pour ça qu'on fait aussi ce podcast. C'est pour vous montrer un peu c'est quoi les avantages de Koyasan et qu'est-ce qui peut vous correspondre le mieux. Donc on peut visiter Koyasan sans dormir en shukubo. Ça se fait très très bien. Mais il faut passer par la case transport. Et bien justement Marjorie, bien vu, puisque l'accès à Koyasan est bien rodé en termes de transport en commun depuis Osaka, toutefois il y a quelques subtilités à retenir et plusieurs types de transports à prendre. Donc c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, ça met un peu de temps, on peut même le dire maintenant, ça met entre 2h et 2h30 pour se rendre à Koyasan. Donc, depuis Osaka. Depuis Osaka, exactement. Et d'ailleurs pour ce podcast, on va rester principalement concentré sur cette destination qui se fait depuis Osaka. On pourrait le faire par d'autres méthodes, mais en vrai, même la location de voiture n'est pas forcément conseillée, puisque sur place, après, ça devient un peu plus compliqué quand même. C'est pas simple. Ouais, faut vraiment s'assurer d'avoir une place de parking et tout ça, et de savoir conduire en montagne. Les routes sont quand même un peu à lasser. Après, les transports en commun, ça fonctionne bien, mais effectivement, il faut aller jusqu'en haut de la montagne.
Ouais. Donc là, le premier point, ce serait déjà de voyager léger, puisque les transports en commun ils vont disposer d'assez peu d'espace pour vos bagages et encore moins pour vos valises. Et une fois sur place, c'est la même chose dans les bus Nankai, dont on reparlera ensuite. Vous allez prendre un funiculaire, on y reviendra, mais dans le funiculaire, il n'y a quasiment pas de place pour les bagages. Donc préférez plutôt l'option Tactubin, dont on a dédié d'ailleurs un podcast voyage il y a quelques mois maintenant. Et vous allez voyager donc sur place 1 ou 2 jours maximum. Un sac à dos, ça peut largement suffire. Ça doit suffire, oui, parce que ça sera beaucoup plus simple pour visiter Koyasan. Surtout pour le type d'expérience que vous voulez faire là-bas, c'est bon. Oui, on est dans la 16, hein, donc n'arrivez pas avec plein de choses. Brosse à dents, dentifrice, c'est bon. La particularité, évidemment, c'est que pour cette destination, le GIRPass n'inclut pas la destination de Koyasan, c'est une autre ligne privée, donc il faudra prendre la compagnie Nankai et partir suffisamment tôt le matin si vous avez envie de profiter au mieux de votre journée. L'aller-retour c'est faisable, hein, les temples ils ouvrent qu'à 8h30 donc on peut partir plus tôt et ils ferment aussi à 17h, donc ça vous permet de revenir. Si vous partez à 17h de Koyasan, eh bien vous êtes vers 19h, 19h30 même à Osaka, donc plus après le temps de transport pour rejoindre votre hébergement, ça fait quand même une très bonne journée. Oui, l'aller-retour depuis Osaka est complètement possible. Après, ça fait une grosse journée puisqu'il est temps de transport incompressible. Et pour avoir on vous conseille, du coup, si vous faites une journée à Koyasan en aller-retour, de profiter, de prendre le temps, donc d'arriver à l'heure d'ouverture des temples et même avant si vous pouvez, parce que vous avez le cimetière qui est toujours ouvert de toute façon. Et vous pouvez comme ça profiter de Koyasan toute une journée. Alors depuis Osaka à Namba, il faut prendre un train de la ligne Nankai en direction de Gokurakubashi. Il y a un train express direct, c'est le Tokyu Limited Express. Il y en a 5 par jour environ pour une durée de 1h20 de trajet. Là, la réservation de siège, elle est obligatoire et elle est en supplément. On recommande de faire l'aller avec ce train pour un confort de voyage plus intéressant et pas excessif côté prix puisque ça rajoute 800 yens environ au trajet. Donc sinon il y a le trajet avec changement à Hashimoto pour une durée de 1h40, donc tout à l'heure en direct on parlait d'1h20, là c'est 1h40, ça rajoute que 20 minutes, ça va, avec 2 à 3 trains par heure. Oui, c'est plutôt en termes de fréquentation des trains que c'est plus compliqué. Ensuite, de Gokurakubashi, il faudra prendre un funiculaire, le funiculaire Koyasan Cable Car, jusqu'à Koyasan Station, environ 5 minutes de transport, donc là c'est très rapide, mais c'est vrai que ça vous fait attendre le funiculaire, prendre le funiculaire, sortir le funiculaire, etc. C'est très rare, mais ça se peut que ça ferme un jour selon la météo. Je crois que c'était en 2017, il a été fermé quelques temps suite à des typhons, il me semble. Oui, il y avait le typhon. Oui, en 2017-2018, il y a eu des typhons qui ont été assez dévastateurs dans cette région-là, donc la montagne et la forêt ont été un peu secouées, et c'est vrai que pendant quelques temps, le funiculaire, il n'était pas en fonction, et du coup, c'était des liaisons en bus qui s'effectuaient. Donc un peu plus long. Et pour le coup, après le funiculaire, c'est le tour du mode de transport, le bus, de Koyasan vers Senjunbashi. Là, vous en avez environ pour 10 minutes. Et d'ailleurs, la compagnie Nankai Rinkan Bus, ce sera votre meilleur ami une fois que vous serez sur place, parce que c'est eux qui vont s'occuper de desservir les différents sites. Tu nous disais, Marjorie, que Koyasan s'était étendu d'est en ouest sur à peu près 6 km. Eh bien, c'est bien rodé une fois sur place, quoi. Oui, voilà, si vous voulez marcher le long de la route, vous pouvez. Si vous voulez prendre le bus, vous pouvez aussi. C'est vraiment les deux façons de se déplacer. Et que ce soit sur Internet, depuis Namba, ou alors sur place à Koyasan, pensez à vous prendre des petits livrets avec les horaires de bus, parce que c'est ce qui va faire que ça va faciliter, rendre plus fluide votre pérégrination là-bas. Et puis, s'il y a une météo qui est pas terrible, avec de la pluie ou autre, ça vous permet aussi de les avoir toujours avec vous, ces horaires. Donc comme on est sur la compagnie Nankai, en fait, donc ça ne fonctionne pas avec le JR Pass, qui soit donc le JR Pass national ou un JR régional. Par contre, il existe un pass de train pour voyager d'Osaka jusqu'à Koyasan qui s'appelle le Koyasan World Heritage Ticket, donc qui est exploité par la compagnie Nankai et qu'on vous recommande de prendre parce que tout est inclus dedans, du départ de Namba jusqu'à l'arrivée et au bus sur place. Donc du coup, ils incluent donc l'aller-retour depuis Osaka et les bus, le funiculaire et aussi des réductions pour visiter certains sites de Koyasan et aussi dans certaines boutiques. Il est valable sur 2 jours consécutifs. Il existe aussi le ticket Visit Koya Ticket, donc c'est une autre appellation, qui n'inclut pas forcément
autant de réduction pour les sites sur place, et qui est aussi en format dématérialisé, donc sous forme de QR code. Donc vous avez la possibilité soit d'avoir un ticket papier, le World Heritage Ticket, c'est vraiment le ticket de base que l'on connaît, et le Koya Ticket, il est un peu plus moderne, on va dire, parce qu'il existe en QR code. Et après, vous pouvez les commander donc en avance, en passant notamment par le site kekaku.fr, comme ça vous l'avez directement avec vous, et vous aurez à l'activer une fois arrivé à la gare d'Osaka Namba sur le quai des trains Nankai. Alors, à savoir que ces tickets, souvent, ils sont activés le jour du départ. Donc, il faudra avoir son téléphone portable et mais il me semble qu'il faut aussi avoir un accès à Internet, puisque c'est des QR codes qui vont se générer. Par exemple, si vous l'avez généré 3 jours plus tôt, il est plus valable sur place, il faut le régénérer pour en avoir un tout neuf le jour du départ. Normalement, on peut avoir plusieurs QR codes sur son smartphone. Après, il faut les passer à chaque fois, donc c'est peut-être plus contraignant. Mais si vous êtes avec des enfants ou des personnes qui n'ont pas de smartphone, par exemple, eh bien, vous pouvez avoir plusieurs QR codes à présenter. C'est un QR code par personne pour la version dématérialisée. Sinon, vous avez votre passe papier. Et après, comme on vous a recommandé de réserver à l'aller le Limited Express, de toute façon, voilà, vaut mieux faire un peu les choses en avance. Avoir réservé son train à l'aller et sur supplément en plus, parce qu'il n'est pas compris dans le Koyasan World Heritage, enfin dans les tickets Koyasan, mais ça c'est un peu partout. Partout, le Jirpa, ce serait pareil. Oui, ou comme les passes Odakyu pour aller à Hakone, les Limited Express en général, ils sont en supplément. Mais ils sont très utiles pour gagner du temps. Et de la tranquillité de voyage, parce que vous êtes assis et c'est quand même 1h20, donc c'est quand même plus agréable. Donc c'est ça qu'il faut voir un peu à faire en avance, notamment si vous voyagez dans des périodes touristiques ou des week-ends ou des choses comme ça, d'avoir bien votre place dans le train, d'avoir généré comme il fallait votre QR code ou d'avoir votre passe-papier valide les 2 jours où vous partez à Koyasan. Puis ça vous évite, si vous avez une carte Suica ou Ikoka, à recharger tout le temps votre carte, ou c'est un peu stressé pour savoir si vous reste assez d'argent dessus. Là en plus, ces passes-là, ils comprennent les bus sur place. Donc là, c'est-à-dire que pour 2 jours, vous êtes tranquille, vous pouvez faire l'aller-retour. Oui, très bien. Alors, parmi les temps forts à Koyasan, on peut citer en particulier un festival qui s'appelle Aoba Matsuri et qui est spécifique au bouddhisme Shingon, puisqu'il célèbre la naissance de Kukai le 5 juin. Alors d'habitude, dans le bouddhisme, on célèbre plutôt la naissance de Shaka, le Bouddha originel, en avril. Mais là, en l'occurrence, on se concentre sur le fondateur de la religion. Donc le 5 juin, on peut assister à une procession colorée le long de la route principale. On peut visiter des expositions d'ikebana, d'arrangements floraux, pratiquer la cérémonie du thé ou encore faire des petits ateliers de calligraphie. Et avant de passer à la description de ce que l'on peut faire temple par temple, ou en tout cas site par site une fois sur place, un petit point à s'accorder sur la gastronomie locale, puisque on vous parlait de la cuisine tout à l'heure que vous pourrez déguster en temple. Eh bien, il s'agit de la cuisine traditionnelle Shoshin Ryori. Donc généralement, cette cuisine elle est préparée par les moines et elle est végétarienne ou végétalienne. L'origine de cette cuisine, en fait, elle prend source dans les enseignements même du Bouddha historique, donc Shaka dont tu parlais tout à l'heure, Kelly, donc Shaka c'est en japonais. Et ici, on retrouve des repas composés de multiples petits plats, des légumes, du tofu, des haricots, de la soupe miso, du riz blanc encore, ou des soba, champignons et diverses autres plantes et algues. Donc c'est très beau, c'est très raffiné, c'est servi dans plein de petits plats aussi. Donc tout est pensé de façon harmonieuse. C'est ce qu'on appelle aussi, on en a déjà parlé en podcast, le repas traditionnel kaiseki. Et en effet, il s'accorde sur des principes de cuisine qui sont les suivants, Marjorie. Oui, on va être autour du chiffre 5, donc 5 méthodes de cuisson, goho, donc ça va être cru, bouilli, cuit, frit ou cuit à la vapeur. Donc des fois vous pouvez avoir le même ingrédient cuisiné de façon différente. En général, il s'adapte aussi aux saisons évidemment. On peut avoir les 5 goûts gomi, notamment avec la sauce soja, le vinaigre, le sel, le sucre et un peu le côté piquant. Et 5 couleurs goshoku, donc le rouge, le bleu, le noir, le jaune et le blanc.
Donc il faut savoir qu'au Japon, tout ce qui est 5, notamment la pièce de 5, Gohen, est homophone d'un mot japonais qu'on peut traduire par destin ou fortune, et on dit que cette pièce, elle porte chance, donc vous pouvez la trouver, vous pouvez aussi la porter en offrande dans les temples en fait. Donc en fait la pièce, on la reconnaît assez bien parce qu'elle est en cuivre avec, elle est percée en forme de carré au centre, et c'est des pièces qui portent bonheur qu'on peut retrouver, soit vous les donnez en offrande dans les temples, soit vous pouvez les retrouver aussi des fois en symbole, ou s'en faire des colliers ou des sortes de talismans qu'on va accrocher ensuite dans les temples, dans les zones spécifiques. Et côté repas, on peut expérimenter peut-être aussi le Forimai Ryori. Donc ça, c'est le repas de banquet servi après les cérémonies des moines, dont vous ferez peut-être l'expérience, notamment si vous faites des activités soit en journée, soit les nuits en temple. Et on peut vous parler de 2 spécialités culinaires que sont, pour commencer, le Goma Dofu. Le Goma Dofu, ça fait partie de la cuisine Shojin Ryori. Et c'est un tofu au sésame qui est une spécialité de Koyasan. Sa texture ressemble plus à celle du flan et sa couleur est laiteuse ou noire. Et on en trouve autant dans les repas des temples que dans les restaurants, consommés notamment en dessert. Et après, l'autre spécialité, ce serait le Koya Dofu. Ouais, c'est un tofu frit qui est d'abord congelé puis dégelé et servi tel quel, ce qui permet d'imprégner encore plus de saveur dans le tofu. Si vous n'êtes pas fan de tofu, eh bien peut-être que vous allez le devenir en plus en prenant du tofu de très grande qualité, mais sinon vous retrouverez pas mal de restaurants et de cafés à Koyasan, comme tu le disais Marjorie tout à l'heure, essentiellement de la cuisine japonaise, on ne va pas trouver d'autres types de restos là-bas. Peu, voire pas du tout. Ne comptez pas aller dans un restaurant italien à Koyasan. Et par contre, on a été assez étonnés de voir qu'il y avait quelques izakaya quand même là-bas. Oui, qui sont ouverts en début de soirée. Donc, si jamais vous n'avez pas pris le repas au temple, ou si vous avez encore faim, en fait, dans le temps de latence que vous avez entre la fin du dîner et le couvre-feu, vous pouvez aussi aller dans un izakaya à Koyasan pour boire un verre et déguster des petits plats où vous pourrez trouver un peu de viande et de poisson. C'est trouvable dans les cartes. Donc ça peut être fait. Après, ils ferment à 21h ces bars-là, puisque le couvre-feu, je pense qu'il est respecté par l'ensemble du site. Le conseil final, ce serait peut-être de préférer une excursion en guide privé, puisque, comme vous l'aurez compris, Koyasan, c'est un haut lieu de spiritualité, mais c'est vrai que quand on n'a pas de base, eh bien on peut assez vite passer à côté de la destination. Là, les sites dont on va vous parler, eh bien il y en a pour certains où il n'y aura pas forcément de panneaux, pas d'explications au-delà de ce que vous allez avoir dans votre brochure, voire de l'audio guide, et encore, je pourrais pas vous dire s'il est assez complet ou pas. Vous allez passer forcément à côté de toute une richesse historique et culturelle si vous n'avez pas quelqu'un qui est un peu spécialiste. Donc vous savez, nous ici à Kanpai, que l'on recommande les guides de Keikaku. Il y en a quelques-uns qui sont spécialisés sur Koyasan justement, qui font cette destination plusieurs fois par semaine aisément, donc vous pouvez peut-être aller vous renseigner de ce côté-là. C'est vrai que ne passer à côté de ça, ce serait dommage, quitte à mettre le budget d'une nuit en temple dans le guide, ce serait plus intéressant sans doute. Oui, sachez qu'en plus les explications sont données en français, puisque ce sont des guides francophones, donc vous aurez l'entièreté, vous pourrez leur poser l'entièreté de vos questions, de vos remarques, de savoir c'est quelle symbolique on regarde, on prie, on vénère, il y a plein de choses, il y a plein de petits détails à Koyasan qui sont très intéressants à remarquer sur place. Et on en arrive à notre seconde partie sur le top des meilleures visites à faire. Donc là, il y aura un peu de redite par rapport à ta partie historique, Kelly, mais là, on va en parler plus d'un point de vue touriste. Déjà, premier point, ce serait peut-être faire un petit zoom sur l'office de tourisme et quelques conseils de visite de façon générale avant de parler même des sites en eux-mêmes. L'office de tourisme, elle se trouve au centre de Koyasan et ce sera un peu votre lieu de référence, votre QG pour des explications, retrouver des cartes au format papier. C'est là aussi où vous allez prendre les audio guides si c'est quelque chose qui vous intéresse. À noter que vous ne pourrez pas tout faire en un jour, on insiste fortement là-dessus, c'est tellement riche que vous n'allez pas pouvoir faire tous les sites qui se visitent. En présentiel, au regard de ce que l'on a évoqué concernant les temps de transport, vous serez sur place à peu près aux alentours de 10h, peut-être même un peu avant. Donc de 10h à 16h sur place. Comptez surtout si vous avez une nuit en temple après, il va falloir que vous alliez à votre hébergement vers 17h, voire un peu avant. Donc le temps sur place, il est assez réduit. Donc je rebondis, Charlie, si vous choisissez une nuit en Chokubo,
profiter du coup d'être sur place pour refaire au moins une demi-journée de visite de Koyasan le lendemain matin pour prendre le temps. Vous avez votre pass Nankai qui est valable 2 jours, donc 2 jours pour visiter Koyasan. Si vous êtes vraiment adepte de l'ambiance, de l'esprit et du bouddhisme, ça peut être vraiment intéressant. Et du coup, la nuit au temple, vous repartez pas le lendemain et tout de suite, et vous en profitez encore un peu plus. Donc pour vous détailler une journée classique sur les incontournables à préparer pour une première visite, grosso modo, il y aurait la porte Daimon, le Danjo Garan dont tu nous as parlé tout à l'heure, Kelly, le temple Konkobuji et la nécropole sacrée Okunoin, donc ce qu'on dit le fameux cimetière tout au bout de Koyasan. A noter que la plupart des lieux, ils sont payants de 200 à 600 yens environ et ça ouvre généralement vers 8h30 avec un dernier accueil à 16h30 puisque les sites ferment à 17h. Oui, et il faut prendre en compte aussi la tombée de la nuit. Oui, bien vu, on est en montagne et le soleil peut se coucher assez tôt au Japon selon la période de l'année à laquelle on est. Donc je pense que autour de 17h, il fait déjà presque... Il peut faire nuit, encore, mais surtout en hiver, il peut faire nuit. Jusqu'à 16h, après ça peut commencer à tomber. Ouais. Et quelques impératifs, mais je pense que maintenant vous êtes familier de cela si vous écoutez régulièrement le podcast Kanpai, prévoir de l'espèce, avoir ses brochures avec soi et les horaires des sites à visiter, des bus, ainsi que les tarifs des visites, et bien entendu bien se comporter et bien se vêtir en conséquence. On est dans un lieu spirituel, donc on ne fait pas n'importe quoi. Oui, on s'accroche pas aux arbres, on fait pas des... On n'est pas je suis passé ici. Oui, même pour tout ce qui est prendre des photos. Pour prendre des photos, pour manger, etc. Soyez bien vigilants, puisqu'il y a des gens qui habitent et qui vivent ce lieu tout au long de l'année. Et donc voici le programme que l'on vous recommande à faire sur une journée. Ou alors à diviser aussi, comme tu le disais à Marjorie tout à l'heure, en 2, si vous voulez vraiment plus prendre le temps et que vous avez une nuit sur place. On peut commencer par la porte Daimon, qui est la porte principale du site, gardée par 2 divinités Nyoho, qu'on nomme aussi Kongo Rikishi. Et elle ouvre sur Koyasan du haut de ses 25 mètres. Elle a été reconstruite en 1705. Un autre site majeur, ce serait le Danjo Garan, un des 2 plus importants sites de Koyasan avec l'Okunoin. L'ensemble Danjo Garan, il désigne à l'origine un endroit plutôt calme pour se recueillir, afin de se concentrer sur sa pratique et ses exercices spirituels. La construction de ce complexe monastique a débuté au 9e siècle. C'est une zone sacrée fondée par Kukai comme lieu d'étude du bouddhisme Shingon du coup. Donc on y trouve plusieurs pavillons remarquables, notamment la grande pagode Daito. Il a fallu près de 70 ans pour l'édifier, notamment la structure originale, et elle a été évidemment ravagée depuis par des incendies ou autres événements climatiques. L'édifice actuel, il date de 1937. Il mesure 49 mètres de haut pour 24 mètres de large. Donc elle abrite la statue du Bouddha central de Shingon, donc le Dainichi Nyorai, en japonais, donc la statue fait 9 mètres de haut, elle est entourée par 4 autres statues et 16 Bouddhas avant d'atteindre l'éveil. On y trouve aussi une fresque représentant les 8 patriarches du bouddhisme Shingon, et on parle ici de mandala en 3 dimensions. Donc, d'extérieur, la pagode, elle est rouge vermillon, donc elle pop vraiment dans le paysage, c'est quelque chose que vous allez remarquer visuellement quand vous arrivez sur le site. Le pavillon d'or Kondo, lui aussi était victime des flammes à plusieurs reprises et il a été érigé au 9e siècle. Il abrite la représentation du Bouddha de la médecine et c'est le lieu où se déroulent les principaux événements bouddhiques. Le bâtiment actuel date de 1932. Ensuite, à côté, on a le Fudo-do, le plus ancien édifice de Koyasan, et c'est ce site qui est classé trésor national. Il a été construit en 1197 dans le style architectural résidentiel du début de l'époque Kamakura. Donc cette époque, elle court de 1185 à 1333. Et on en arrive à un édifice dont tu as parlé aussi tout à l'heure, Kelly. Oui, c'est le Miedo, donc le pavillon des portraits, qui tient son nom du fait qu'on trouve le portrait de Kobodaishi, donc de Kukai, qui a été peint par l'un de ses principaux disciples, Shinnyo, qui était prince impérial. Cependant, ces portraits ne sont pas accessibles au public, à part une fois par an, le 21 mars,
qui est considérée la veille du jour où Kukai serait entré en méditation éternelle en 835. Et à l'origine, c'était le pavillon de résidence de Kukai. Et non loin, on a le Kongobuji, au nord-est des bâtiments qu'on vient d'évoquer précédemment. C'est le principal monastère de Koyasan. On y trouve un somptueux jardin de pierre dont tu parlais tout à l'heure, Kelly. C'est le plus grand jardin sec d'ailleurs du Japon, qui s'appelle Banryutei, ainsi que de magnifiques et grandes salles traditionnelles en tatami avec des peintures décoratives. Donc là aussi, ça peut vous en mettre plein les yeux. Et si vous êtes amateur ou amatrice de jardin, eh bien, essayez d'ouvrir votre esprit au jardin de pierre. Oui, en fait, c'est un site assez monumental pour Koyasan, ce temple. Enfin, on peut citer donc le dernier site incontournable à faire et peut-être aussi le premier, enfin l'un des premiers, c'est le cimetière Okunoin. Donc il est il est complètement à l'extrémité est de Koyasan. Donc vous visitez d'abord les temples, le monastère, et puis vous éloignez en fait vers la forêt pour arriver Donc c'est sans doute le lieu le plus impressionnant et le plus caractéristique de Koyasan, puisque c'est vrai qu'on est donc dans une nécropole sacrée et on arrive jusqu'à la résidence éternelle de Kukai. Donc il y a vraiment en fait une ambiance mystique et tout ça, on est entouré par les cèdres, les pins, les cyprès. Donc c'est vraiment quelque chose où il faut prendre le temps de le faire. Il y a 2 chemins pour explorer le cimetière. Il y a l'ancien chemin qui part d'un peu plus tôt dans le village et qui est un peu plus long et qui permet de passer par les sépultures historiques, et puis un chemin plus moderne qui est accessible en bus et qui lui est un peu, c'est pas celui qu'on recommandera parce qu'on passe que par le cimetière moderne et donc ça manque un peu de charme pour arriver directement au mausolée de Kobodaishi. Oui, il est plus direct, en plus il y a plus de monde aussi. Oui, c'est là où vont s'arrêter les bus touristiques puisque c'est là où il y a la place pour qu'ils s'arrêtent. Donc nous, ce qu'on vous recommande, c'est de prendre le chemin par l'ancienne partie. Donc il commence au premier pont qui s'appelle Ichinohashi et qui est à l'arrêt de bus Okoin Guchi. Et l'arrêt de bus qui est plus moderne, c'est Okoin Mae. Donc c'est 2 petits noms subtils à faire. Donc là, on pénètre dans un sentier bordé de cèdres centenaires et là-bas reposent quelques 200 000 pierres tombales ou pagodes érigées à la mémoire aussi bien de personnes ordinaires que de grandes figures historiques comme tu citais tout à l'heure, Kelly. Donc c'est vraiment à voir, à faire et à ressentir. C'est sur place que l'expérience est vraiment très intéressante. Et on rappelle qu'on est dans un cimetière, en tout cas dans une nécropole, donc pareil sur vos comportements, le bruit, vos vêtements, etc. Il y a des points de vigilance à avoir. Oui, les photos sont autorisées jusqu'à la partie la plus sacrée. Donc Okunoin, en fait, l'Okunoin dans un site bouddhiste, c'est déjà la partie reculée et ça évoque déjà un cimetière. Vous avez des parties Okunoin dans plusieurs temples au Japon. Enfin, c'est une zone en fait qui est assez connue. Celui-ci, c'est l'Okunoin avec un O majuscule. Et donc on avance déjà dans quelque chose qui est reculé et sacré et on va encore vers le sacré du sacré. Donc au sacré du sacré, il n'y aura pas de photos, il n'y aura pas de vidéos, vous n'aurez pas le droit vous aurez juste le droit d'être là et de payer vos respects à Kukai. Mais ça va être vraiment un lieu encore plus solennel que là où vous êtes déjà dans quelque chose de solennel. Donc quand vous faites votre cheminement jusqu'au mausolée, vous allez voir plusieurs éléments. Et pour vous donner quelques clés de lecture, on va vous en exposer quelques-uns. Donc déjà, vous verrez beaucoup de gorinto, donc c'est les stupas en pierre qui sont érigés sur 5 étages et qui font référence donc aux 4 éléments pour la partie centrale de la colonne, ainsi qu'à l'espace quand on parle du sommet de la structure. Donc dans la pensée bouddhiste, le corps est composé de 5 éléments, terre, eau, feu, air et vide, et ne disparaissent pas à la mort des individus. C'est pourquoi le gorinto se décrit ainsi. La base carrée signifie la terre, la sphère pour l'eau, la pyramide pour le feu, la demi-sphère ou croissant pour l'air et la forme de diamant pour le vide, l'espace. Donc oui, vous verrez justement ces stupas et d'ailleurs vous verrez des inscriptions qui vont décrire justement ces 5 éléments-là. On peut aussi retrouver les statues bouddhiques que l'on voit un peu partout au Japon avec bavoir et bonnet. Donc les jizo, c'est des statues bouddhistes qu'on retrouve vraiment partout au Japon, qui sont mignonnes d'aspect visuel quand on les voit. Après, c'est pas leur signification est moins mignonne, on l'avait déjà dit, mais ces statues en fait veillent sur les enfants partis trop tôt, donc c'est-à-dire morts-nés ou morts dans leur enfance, et en fait elles les protègent dans l'au-delà pour leur faire atteindre en fait l'éveil, parce qu'ils n'ont pas
eu un stade assez avancé dans l'existence pour le faire tout seul. Donc les Jizo vont les emmener en fait jusqu'à l'éveil et le paradis, je sais pas si on peut dire ça. Oui, puis ça, ces statues que tu nous décris là, c'est celles qui ont souvent un petit foulard ou un bavoir autour du cou. Voilà, les bavoirs sont noués par les personnes endeuillées, donc le plus souvent les parents. Et on trouve souvent aussi des offrandes à leurs pieds. Évidemment, on ne touche pas aux offrandes. Donc voilà, ça c'est une représentation, les Jizo, que vous allez retrouver un peu partout au Japon, et notamment donc au sein de l'Okunoin. Et sinon, on peut aussi retrouver des monuments un peu plus insolites. C'est un cimetière qui est historique, sacré, et aussi continue de vivre à l'ère moderne. Et donc, on va retrouver des tombes d'entreprise parce que c'est une façon aussi de faire offrande et de demander à Kukai de les protéger. Donc, on retrouvera par exemple la tombe de Panasonic, de Nissan avec 2 employés fièrement dressés en statue de bronze, je crois. Et aussi, vous allez retrouver une stèle en forme de tasse à café en pierre. Et ça a été donné par le fabricant de café de poudre au Japon qui s'appelle UCC. En fait, c'est le premier fabricant de café en poudre du Japon qui date du début du XXe siècle. Donc c'est pour ça que vous avez vraiment dans ce cimetière-là beaucoup de choses à voir. Et c'est des ponts entre le Japon historique et aussi celui actuel. Au bout de la nécropole, on traverse le pont Gobyo-bashi pour pénétrer au sein de l'enceinte la plus sacrée et reculée, qui abrite le mausolée de Kobodaishi. Et c'est le cœur spirituel de Koyasan, là où le corps du moine demeure dans une méditation éternelle pour permettre la délivrance de tous les êtres humains. Et donc là, vous l'avez compris, en traversant le pont, c'est à partir de ce moment-là que toute photo ou vidéo est interdite, ainsi que manger ou boire dans l'enceinte de cette partie de la nécropole. Et ce mausolée-là, il fait face au Torodo, c'est le pavillon des lanternes, il ouvre lui dès 6h du matin. On dit que 2 flammes y brûleraient sans interruption depuis plus de 1000 ans. C'est un peu les JO, mais en version longue durée, quoi. Et donc il y a 10 000 lanternes qui ont été offertes par des fidèles qui s'y trouvent, et au sous-sol, on trouverait 50 000 petites statues qui ont été offertes au temple en 1984, donc là un don beaucoup plus tardif, à l'occasion du 1150e anniversaire de l'entrée de Kobodaishi dans sa méditation éternelle. C'est pour ça qu'il se trouve juste en face, et donc vous y serez ici comme nulle part ailleurs. Voilà, et pour terminer cette visite, vous pouvez, sur le chemin du retour, passer par un petit édifice en bois qui héberge une pierre. Donc c'est le Miroku Hishi, où les pèlerins essayent de soulever donc cette pierre lisse à travers les ouvertures, et son poids est censé varier en fonction du poids des péchés de chacun, puisque cette pierre est connectée avec le Bouddha du futur, Miroku Nyorai. Donc ça peut être aussi un petit test de fin pour savoir si vous devez améliorer votre vie sur Terre pour atteindre l'éveil. Donc là, on était sur les destinations principales de ce que l'on peut recommander pour une journée sur Koyasan. Maintenant, on va passer à une partie qui est plutôt soit des suppléments, soit si vous avez le temps de le faire sur 2 jours pleins, eh bien on va vous donner quelques autres destinations de ce qu'il y a à faire ou à voir. Ça peut être aussi des compléments si vous avez une journée de pluie par exemple et qu'il y a des destinations que vous voulez mettre de côté. Et je te laisse la parole, Kelly, pour la zone centre-est de Koyasan. Est-ce qu'il y a à y faire et à y voir ? Oui, alors il y a plusieurs choses à voir dans cette zone. Tout d'abord, le mausolée de la famille Tokugawa, qui a été érigé en 1643 par le 3e shogun Tokugawa. Il est petit, joliment orné, et il rappelle beaucoup le grand Toshogu de Nikko, qui date de la même époque. Ensuite, nous avons le pavillon Nyonindo, qui est le dernier exemple de temple réservé aux femmes. Et donc, comme on le sait, avant 1872, les femmes devaient rester à l'entrée du temple et elles étaient hébergées dans ces pavillons en périphérie du centre. Un sentier de pèlerinage existe également qui passe par les 7 emplacements des monastères féminins d'origine. La pagode Tahoto, à 2 étages, a été érigée en 1223. Et c'est la plus ancienne pagode de Koyasan qui est aussi classée trésor national. Et enfin, vous pouvez aussi voir le pavillon Karukayado. Ce pavillon abrite une statue d'un adulte et d'un enfant qui font référence à l'histoire d'un moine qui a vécu 40 ans auprès d'un autre moine qui s'avérait être son propre fils et sans le savoir. Ah oui, un peu de storytelling, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on en arrive à la zone ouest. On peut commencer par le musée Reihokan. Là, il abrite une grande collection d'œuvres d'art, parmi lesquelles des trésors nationaux. L'entrée, elle est
en tout cas aujourd'hui à 600 yens. En autre musée, il y a le Koyasan Digital Museum, qui est un café moderne doté d'une salle numérique de méditation. Et oui, donc on peut faire une expérience en VR, à peu près 25 minutes de temps d'expérience. Et ça se déroule 6 fois dans la journée, où on va pouvoir en apprendre plus sur l'histoire de Koyasan. Alors là, en termes de traduction, vu que nous on ne l'a pas fait à Kanpai, je ne sais pas s'il y a une possibilité que ce soit en anglais ou pas. Je suppose, il y a des chances que ce soit en anglais, oui. Et on en arrive à notre troisième partie, comment inclure Koyasan dans son séjour au Japon. Alors, la meilleure option pour visiter Koyasan, c'est de partir et de revenir d'Osaka, puisque c'est la façon la plus simple d'y aller en transport en commun. Alors certes, le site est accessible en voiture, mais il est assez isolé du fait de sa situation géographique, et au final, on ne gagne pas forcément en temps de trajet non plus. Oui, puis sur place, il faut s'organiser pour, surtout si vous passez une nuit, être sûr d'avoir de la place, un parking, etc. Et puis, mine de rien, prendre 3 transports différents, c'est sympa quand même. En plus, on a le côté funiculaire, si vous avez une belle météo, c'est vraiment de bons souvenirs aussi. Oui, ça fait partie du voyage en fait. Donc ce séjour-là, il peut se faire sur un aller-retour dans la journée. Donc c'est possible de parcourir les sites principaux, mais pas l'entièreté de la destination, comme on le disait tout à l'heure. Il faut bien prévoir son parcours, ses temps de trajet, ses temps de repas, que ce soit d'ailleurs sur une journée ou sur 2 journées. Et pour ça, on vous recommande le guide privé du côté, par exemple, de Keikaku, comme on le disait, pour être plus tranquille. Optimisez aussi votre organisation, parce que le guide, quand vous le prenez en privatif, il vous sert aussi à ça, en plus de vous apporter les données, toutes les clés culturelles à comprendre et à saisir sur place. Si l'on dort une nuit sur place en temple Shukubo, on conseille alors de prolonger la visite de Koyasan sur un 2e jour, et ne pas rentrer directement sur Osaka le lendemain matin. Donc si vous restez sur 2 jours, ne partez pas juste après la prière du matin, mais profitez-en d'avoir la journée entière pour vous et de profiter du site à fond. Donc et on réitère le conseil de bien prendre le temps de voir si l'hébergement vous convient avant de réserver une temple en Shukubo, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même une expérience assez particulière. Alors si vous êtes amateur ou amatrice de pèlerinage spirituel, on peut coupler Koyasan avec d'autres choses, d'autres activités à faire. Par exemple, il y a la Kumano Kodo via le sentier Koechi qui relie les sanctuaires Kumano Sanza à Koyasan par la montagne au centre de la péninsule de Kii. Donc là on est sur une altitude d'à peu près 1000 mètres, donc il faut être assez aguerri à la randonnée car le sentier le plus court est aussi le plus difficile apparemment. Vous pouvez également coupler Koyasan avec le pèlerinage des 88 temples de Shikoku, auquel Koyasan est rattaché, puisque c'est le point de départ officieux et également un point de retour une fois que vous avez effectué le pèlerinage à Koyasan. Et sinon, dans les environs, on en profite pour découvrir d'autres choses, comme la ville provinciale et portuaire qu'est Wakayama. Donc là, on a des fiches sur Kanpai, ça se trouve sur la partie ouest, la partie de la mer intérieure du Japon. Et du côté est, vers Nagoya, on retrouve la péninsule d'Ise-shima, qui est un haut lieu aussi spirituel au Japon, un haut lieu spirituel Shinto cette fois-ci, avec Ise-jingu, mais aussi le littoral dentelé de la baie d'Ago, la culture des huîtres perlières, de très beaux hébergements à la clé. Et là aussi, sur cette région-là, on a pas mal de fiches, Kelly. Oui, tout à fait. Et puis après, évidemment, ne passez pas à côté des autres villes que sont Osaka, Kyoto, Nara ou Kobe par exemple. Donc ça, c'est si vous voulez virouner tout autour, généralement, on va plutôt choisir Koyasan comme une destination à faire en aller-retour, que ce soit sur une journée ou sur 2. Et puis après, on profite du reste de la région. Et en conclusion de ce podcast, donc si vous aimez les lieux solennels, les incontournables de la spiritualité, tant pour leur histoire que leur écrin naturel, eh bien Koyasan saura vous ravir. Les conditions météo et la fréquentation touristique peuvent largement influencer sur votre expérience, donc ça à bien se renseigner en amont. C'est très facile aussi d'accès depuis Osaka Namba, et il faut toutefois bien prendre en compte ces temps de trajet, ces temps de visite, ces repas, et bien faire un focus collégial, on va dire, avec les personnes avec qui vous allez partir sur l'hébergement. C'est vraiment le point sur lequel il faut être vigilant, je pense, pour pas avoir de désillusion. L'hébergement, il va forcément bien se passer. C'est vrai que quand on paye assez cher un hébergement, en plus pour une expérience toute particulière, eh bien on peut avoir peut-être soit trop d'attente, soit être vraiment en décalage avec ce qui au final est proposé. Et si vous avez la chance de parcourir l'Okuno-in de nuit dans une atmosphère toute mystique, ou alors 2 jours en pleine période de Koyo sous la brume, eh bien nul doute que Koyasan saura vous laisser un souvenir impérissable. Et si vous avez la chance d'assister à ce genre d'image d'Épinal, eh bien vous pouvez nous écrire
nous envoyer des photos sur Kanpai, eh bien, on sera très content ici avec l'équipe de les lire. Eh bien, on vous remercie, chers auditeurs et chères auditrices, pour votre soutien. Là, récemment, pour le concours Kanpai, vous avez très nombreuses et très nombreux à participer. Ça nous fait chaud au cœur de savoir que ces livres vous plaisent. N'oubliez pas que c'est une période dans laquelle on entre et on peut faire plein de cadeaux pour Noël. Donc ça peut être aussi l'objet d'acheter un pack, par exemple soutien, mais de après diviser les multiples volumes à plusieurs personnes pour faire vos cadeaux de Noël. En tout cas, on vous remercie pour les commentaires et les partages sur les réseaux sociaux. On va essayer, nous, de mettre plus l'accent aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez dû le voir depuis 2-3 semaines. Donc on vous remercie pour votre accueil. Merci beaucoup Kelly et Marjorie, on se dit à très bientôt pour un autre podcast. Au revoir. Au revoir Charlie, merci. Au revoir, merci Charlie. Retrouvez plus de Destination Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.